comme d'habitude, de l'économie, pour que les uns et les autres nous puissions avoir des idées d'entrepreneuriat, des opportunités. L'Afrique se transforme en ce moment. Il y en a qui disent que c'est le marché de demain, d'autres c'est déjà le marché d'aujourd'hui. Il y a tout à faire. Et donc voilà, ce sont des moments d'échange qui sont intéressants, où nous allons partager sur des expériences. Voilà, le RIS a fait le pari de ne pas se tenir à des conférences discours, mais plutôt de partager des expériences concrètes, voilà, des choses qui se passent sur le terrain. Et donc je vous souhaite à tous la bienvenue. Alors ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas un grand adepte des discours. Voilà, je ne suis ni un politique ni un littéraire. Voilà, je voulais juste citer un fait qui permettra ensuite d'introduire les différents sujets. Il y a quelques années, de mémoire, c'était à l'édition 2016, c'est la deuxième édition. Nous avions reçu ici un fonds d'investissement français qui s'appelle IEP, qui habituellement investissait en Afrique de l'Est. Et puis voilà, une fois qu'ils nous ont rencontrés, on les a invités ici, ils nous ont parlé de leur fonds. Ils ont bien voulu s'intéresser à l'Afrique centrale. Donc, ils ont fait un voyage au Congo, Brazzaville et à Pointe-Noire. Ils ont fait des appels à projets pour être financés et ils sont revenus bredouilles. Ils n'ont pu rencontrer aucun projet qui respectait leurs critères. Donc ça veut dire qu'on a du travail, non seulement pour trouver des bons projets, pour pouvoir les rendre bancables, parce qu'on ne peut pas dire que dans un pays comme le Congo, qui a besoin de diversifier son économie, qui est largement dépendant du pétrole, qu'on ne puisse pas trouver des projets qui soient bancables. Voilà, donc c'est un point concret qui montre qu'il y a du travail à faire pour l'accompagnement des entrepreneurs, les montages des dossiers, les business plans, etc. Et ça veut dire qu'il faudrait que nous soyons soudés, que nous puissions partager nos compétences les uns et les autres, les mettre vraiment en synergie pour pouvoir répondre aux besoins des uns et des autres, ceux qui ont des projets et qui ne sont pas capables justement de pouvoir trouver des financements, comme ça a été le cas pour le fonds qui est parti à Pointe-Noire, qui était prêt à financer des projets jusqu'à 100 000 €, et ils ont trouvé, ils sont revenus bredouilles. La deuxième édition. Ensuite, il y a le challenge entrepreneurial, qui est un concours de création d'entreprise. Donc, que nous avions fait au Congo en 2013. Ensuite, nous avions débuté un autre challenge avec le concours de la Banque mondiale et en association avec le cabinet Ernst & Young, mais que malheureusement nous n'avons pas pu terminer pour des problèmes politiques, parce que ça tombait au même moment que les élections. Et ensuite, vous avez la première version des rencontres entrepreneuriales à partir de 2015. Bonjour à tous les Congolais de la diaspora et à tous les Africains de la diaspora qui vont nous regarder. Alors aujourd'hui, nous sommes bien à l'hôtel Napoléon de Paris pour un événement de networking, les rencontres entrepreneuriales du RIS. Le RIS qui veut dire Réseau international des Congolais de l'extérieur. Et le thème choisi aujourd'hui, c'est entreprendre, créer, innover, détruire des PME porteuses de croissance en Afrique. Alors nous allons bien voir de quoi il s'agit exactement.
Donc c'est le cabinet IEP qui est là. À la conférence On venait de voir. à l'Hôtel Napoléon de Paris. Et à côté de moi, j'ai M. Keïta. Alors, n'hésitez pas à poser des questions quand vous en avez envie. Bonjour à tous. Est-ce que le micro fonctionne? Il faudrait peut-être l'allumer, il n'y a pas un bouton. Il n'est pas automatique. Et je vais mettre sur Bonjour. peut-être. Bonsoir. Non. Bonsoir. Bonjour invité, mais très honoré d'aider parce qu'il y a beaucoup de caméras. Alors là, devenir célèbre ce soir. Avant de nous présenter d'abord, je vais vous présenter Jean-Michel Huette, qui est le spécialiste de Bearing Point, c'est-à-dire en fait le personnage de référence sur les questions de digital en Afrique. Oui, je n'exagère pas, regardez ce bouquin. Il est paru il y a une petite année, en décembre 2017. Donc il est complètement légitime pour nous parler du sujet des fintech et l'inclusion sociale, d'argent aussi, sociétale. Et puis Tamer Emdan, qui est un représentant brillant de la diaspora, puisqu'il est beaucoup question de diaspora quand même, j'y reviendrai, qui est franco-tunisien et qui a créé une plateforme de financement participatif. Si vous m'entendez dire crowdfunding, vous me tirez les oreilles. Financement participatif pour les entreprises qui veulent entreprendre en Afrique, les créateurs d'entreprises en Afrique. D'accord. Je voudrais juste revenir sur l'intervention de Christian, votre secrétaire général. Effectivement, le 10 juillet, nous avons publié une tribune qu'il a eu la pertinence de nous livrer grâce à Jean-Michel Caïd, qui est notre rédacteur en chef à Africa Press. Et vous avez observé, donc cette tribune, vous avez vu le titre, il faut que l'art créé en Afrique revienne dans ses pays d'origine. En gros, c'est ça le titre. Cette tribune, c'était en juillet. Et vous avez tous appris, il y a une quinzaine de jours, que le président Macron a décidé de rendre 26 œuvres d'art pour commencer au Bénin. Alors, nous ne sommes pas prétentieux, nous n'allons pas dire qu'il y a une corrélation directe, mais en même temps, quiconque réfléchit ne peut pas dire le contraire non plus. Hein, voilà. Merci. Je dis ça parce qu'à Africa Press, vous êtes invités, tous ceux qui ont envie d'écrire sur des sujets, surtout d'intérêt économique, à nous adresser des tribunes libres. Christian nous connaît bien maintenant, on peut travailler ensemble, on est là pour ça. Nous sommes des adeptes de ce que j'appelle le journalisme de solution, c'est-à-dire que le journalisme critique, qui est légitime et bien utile aussi, tout le monde le pratique, donc finalement, il a l'utilité est marginale au bout d'un certain temps. En revanche, raconter les bonnes histoires, des bonnes pratiques pour avancer, pour construire la maison ensemble, ben, on est moins nombreux. Donc, nous, on s'est donné cette mission. Voilà. Alors, venons-en au sujet. Donc, Jean-Michel, on va commencer par vous, puisque vous êtes l'expert. Hein. Qu'est-ce que c'est, en fait, la banque mobile et quelle est l'ampleur du phénomène dans l'Afrique? Parce qu'il il a beaucoup cru ces dernières années. Où on en est? Qu'est-ce que c'est et où en est-on ça? Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est à ce jour la meilleure illustration de ce que les chercheurs d'Harvard en 2013 ont appelé l'innovation inversée. C'est-à-dire la fin d'une croyance qui était l'innovation, c'est les pays du Nord qui l'ont, et puis 20-30 ans après, les pays du Sud vont aller en bénéficier. Ça, c'était la vision à la Schumpeter. L'innovation inversée, c'est l'innovation peut aussi venir des pays du Sud, et peut-être un jour que ça touchera les pays du Nord. Et le paiement mobile, c'est une des meilleures illustrations. Et aussi des illustrations dans la santé, dans l'identité numérique. Mais je pense que les 3 meilleures illustrations au monde, c'est bien le paiement mobile. Le paiement mobile, c'est juste dire, on a comme moyen de paiement son téléphone. Aujourd'hui en France, quasiment personne ne fait ça. Ça commence, et encore. En Afrique, ça a commencé il y a 15 ans. En 2003. Hein, parce que le tout début, c'était au Kenya. C'était dès 2003. Et qui a été de pair avec un phénomène, je pense que vous avez tous connu, qui est l'explosion des télécoms en Afrique. Pour juste rappeler les choses, en 2003, il y a 15 ans, le taux de pénétration des télécoms en Afrique, c'était 3%. Donc 3% des Africains avaient accès à une ligne de téléphone fixe ou mobile. Aujourd'hui, les chiffres ne sont pas toujours faciles, c'est entre 65 et 70% des Africains, toute l'Afrique, les 54 pays, qui ont un accès à la téléphonie mobile essentiellement.
passer de 3 à 70%, la France l'a fait en 90 ans. Le continent africain l'a fait en 15 ans. Ça, vous l'avez tous vécu. Et en parallèle, sur un continent où le taux de bancarisation, même s'il s'améliore un petit peu, reste très faible. La moyenne africaine, c'est 15,7%. Alors avec des écarts, hein. Au Maroc c'est de 60%, et d'autres pays où c'est 5%. Donc en fait, les gens ont très peu de comptes en banque. Et donc le phénomène que vous connaissez, c'est que dans beaucoup de pays africains, le seul moyen pour payer, c'est le cash. Ou c'est le troc, bien entendu. Par payer via une monnaie, c'est le cash. Et donc, très vite, les acteurs, notamment la téléphonie mobile, avant les banques, avant les agrégateurs qu'on connaît aujourd'hui, se sont dit, mais finalement, on peut aussi utiliser, avec des technologies très simples, hein, le SMS par exemple, le fait de pouvoir payer via son téléphone. Un des premiers à l'avoir fait, c'est Safaricom. Ça, c'est l'exemple que tout le monde cite. C'est M-Pesa au Kenya, la monnaie mobile. Ils l'ont lancé en 2003, ça a été un échec. Je le dis parce que souvent, tout le monde se dit, ça marche, c'est facile. Non, c'est des détenteurs d'un compte de paiement mobile dans le monde, j'ai bien dit dans le monde, sont africains. Le Kenya reste le pays qu'on cite le plus parce que c'est là où c'est allé le plus loin, mais c'est aussi le premier où ça s'est développé. Une transaction sur 2 financière en Afrique passe par téléphone mobile. En Afrique, au Kenya, passe par téléphone mobile. Et aujourd'hui, on va dire que vous avez 12 pays africains où ça marche vraiment. Notamment la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, la Tanzanie, etc., le Madagascar, l'Afrique du Sud. Quand je dis 10 ou 12, c'est important parce que tout le monde se dit toute l'Afrique utilise la téléphonie mobile et toute l'Afrique utilise le paiement, c'est pas encore vrai. Hein. C'est encore une minorité de pays, même si ça tend à s'élargir, bien entendu. Ce qui est formidable avec le paiement mobile, c'est que c'est à la fois un deuxième moyen de paiement pour les Africains, qui, dans leur grande majorité, ne connaissent pas le chéquier, la carte bleue, le virement, parce que dans leur très grande majorité, 85% encore une fois, ils n'ont pas de compte en banque, tout simplement. Et ça a aussi un autre avantage, c'est qu'en fait, le paiement mobile, c'est pas un substitut au cash, c'est un substitut à la voiture. Peut-être de l'industrie, pour les gens qui ne savaient pas lire, vous m'avez répondu, il n'y a pas besoin de se raconter, on peut mettre le chiffre. Ce que vous venez de rappeler. Avant de poser une question à Talmer, je voudrais revenir. Bon, comment on prévient tout ça? Des arguments sont formidables, la sécurité, le transfert. Mais j'ai relu dans votre bouquin une chose que tout le monde sait à peu près, en tout cas dans nos cénacles, c'est que 90% des Africains vivent avec 2 $, par jour. Alors, cette histoire, mais les gens transfèrent quoi? Parce qu'il y a beaucoup de connexions qui se font, en même temps il y a plus d'argent officiellement, donc comment vous expliquez ça? Encore une fois, les gens transfèrent quoi? C'est les fameux 2 $ par jour, c'est-à-dire au niveau de foyer, c'est les membres d'un foyer. Encore une fois, ça peut être c'est beaucoup du transfert d'argent au sein des familles. Donc ceux qui ont de l'argent dans les familles envoient de l'argent à leurs parents, à leurs cousins, oncles et tantes qui en ont besoin. Donc quelque part, c'est une forme de redistribution financière au sein d'une famille, d'un village, d'un groupe d'amitié. Donc quelque part, ceux qui ont un peu plus de dollars par jour, ils peuvent envoyer de l'argent à ces gens-là. Mais ce qui est intéressant, là on est vraiment dans l'innovation, c'est qu'avec aujourd'hui ces outils-là, on peut aussi faire autre chose que du paiement, parce que le transfert d'argent ou le paiement, j'ai envie de dire, c'est le service financier de base. Hein. Le plus utilisé, mais de base. Mais une fois qu'on rentre dedans, c'est ce qu'on appelle en Afrique l'inclusion financière. C'est le fait de dire que les gens qui n'ont pas un compte en banque, c'est pas juste le paiement dont ils se privent, c'est que demain, c'est compliqué d'épargner. Et donc de gagner de l'argent sur son épargne. Comme tout l'intérêt en Afrique, plus important qu'en Europe. C'est compliqué d'emprunter. Donc tous ces services financiers qui sont habituels en France, que sont l'emprunt, l'assurance, pareil, c'est pas évident d'en avoir en Afrique. Et typiquement, via le paiement mobile, c'est aussi un moyen de donner accès à des gens qui ont de très faibles revenus à des services financiers, comme les emprunts, les prêts. Je vais vous donner un exemple qu'on est en train de mettre en place. Alors, pour l'instant, dans un pays voisin, qui est la Côte d'Ivoire, mais je peux vous dire, pour en avoir parlé avec un conseiller ministériel, c'est pas plus tard que cette semaine, le Congo regarde le sujet. Un des vrais problèmes en Afrique, je ne sais pas vous l'apprendre, c'est la faible productivité de l'agriculture. C'est ballot parce que ça emploie 60% de la population africaine. Et un des problèmes des agriculteurs, là, si on regarde les agriculteurs, c'est qu'ils gagnent très mal leur vie. Il n'y a pas de raison, parce que productivité faible, parce que rendement faible, et parce qu'en Afrique, 60% de la production est jetée. Faute de trouver un preneur pour acheter. Il y a plus un problème de chaîne financière dans l'agriculture. Encore une fois, c'est 60% des Africains, plus les enjeux alimentaires qu'on a derrière. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place des solutions qui permettent d'enrôler les agriculteurs auprès de meuniers, par exemple, si je prends le premier niveau dans l'agriculture,
ces individus via le mobile money. Malheureusement, aujourd'hui, les opérateurs télécoms, ils commencent à faire cela, faute aussi que la réglementation a mis du temps aussi à évoluer pour permettre aux opérateurs télécoms de pouvoir offrir des services financiers. On voit même que Orange a eu quelques soucis, même avec la BCAO à un moment donné. Donc ce n'est pas simple, néanmoins les choses changent et on voit très bien que les opérateurs télécoms aujourd'hui deviennent de sérieux concurrents, je dirais, aux banques classiques qui aujourd'hui, d'ailleurs pour certaines, commencent elles-mêmes déjà à développer des services de mobile money. Hybridation. Voilà. Après, moi je vais aussi aller plus loin, c'est qu'il ne suffit pas non plus d'offrir des services via la technologie aux personnes pour que les personnes elles-mêmes, en tout cas, commencent à les utiliser. Il y a tout un travail d'éducation financière qui doit être mené. Et là, c'est aussi le rôle des États et de la société civile pour expliquer qu'est-ce que c'est un crédit, qu'est-ce que c'est une assurance, comment utiliser tout cela, comment épargner pour pouvoir, en tout cas, rembourser un crédit et tout. Et donc, il ne faut pas voir dans la technologie quelque chose de magique et que du jour au lendemain, on va devenir tous inclus dans le système financier. Il va falloir, tout cela se prépare, il y a toute une éducation à faire, donc, et tout cela se fait dans le temps. Néanmoins, et comme l'a dit Jean-Michel, ce qui a été fait probablement pendant des siècles dans d'autres pays, dans d'autres continents, l'Afrique aujourd'hui, on a cette chance d'avoir des technologies qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement, et de permettre de changer aussi le contexte et permettre à l'Afrique de rattraper ce retard qu'on a pris sur les choses. L'Afrique, qui me donne l'exemple de l'innovation, de la disruption, vous voulez dire quelque chose? Vous avez une question? Justement, vous tombez bien, parce que j'allais proposer de disrupter le scénario, car quand je suis à votre place, j'attends toujours impatiemment la fin, généralement il n'y a plus de temps. Eh ben, on va te poser une première question. Bon, c'est le président, d'accord, c'est pas juste, mais allez-y. Alors, je voulais dire justement, en se plaçant du côté entrepreneur, est-ce que, en vous entendant, on peut dire que, en dehors du service de base, il n'y a pas de rentabilité? Est-ce qu'il faut nécessairement d'autres services financiers pour que ce soit le modèle économique basé sur le mobile soit rentable? Voilà, c'est peut-être une petite réponse, je pense que Jean-Michel pourra développer. Il est certain que si les opérateurs télécoms se cantonnent un petit peu à ces services-là, parce que aussi ça nécessite les opérateurs télécoms ont des investissements très lourds, en tout cas avec un amortissement sur le long terme, il va falloir apporter des services à forte valeur ajoutée comme les services financiers de crédit, d'assurance et autres, pour concrètement augmenter leur valeur ajoutée et donc avoir des marges plus importantes et devenir effectivement plus rentables. Ça c'est, je pense, certain. Oui. Le problème du paiement mobile, c'est que son concurrent c'est cash, et que pour nous tous, à titre individuel dans notre tête, le cash c'est gratuit. On ne vous demande pas de payer pour avoir un billet, vous payez la valeur, vous ne payez pas le service d'avoir un billet de banque ou de la monnaie. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce qu'en réalité, le cash a un impact, on estime, entre 0,2 et 0,4% du PIB de chaque pays, parce que les billets de banque, ça s'imprime. Il y a des questions de sécurité, de transport, donc vous ne payez pas directement, vous payez via vos impôts, les taxes et autres, et le cash a un prix que vous ne voyez pas. Il y a un coût que vous ne voyez pas. Après, il faut bien que les opérateurs, qu'ils soient bancaires, télécoms, se rémunèrent, donc ils vont vous dire je prends 0,5% des transactions, sauf que si c'est juste de l'envoi d'argent ou du transfert d'argent, à un moment donné, vous allez dire en tant que consommateur, j'ai pas envie de payer 0,5 quand donne de l'argent à mes parents. Donc il y a une nécessité pour valoriser, alors qui peuvent être des services de type j'améliore les paiements, des services à valeur ajoutée, de type prêt, de type assurance. C'est un vrai enjeu derrière. Et puis ça peut être soit payé par les consommateurs, parce que derrière il y a une vraie valeur ajoutée, ou payé par les entreprises. Aujourd'hui, il y a des vrais enjeux dans l'inclusion financière en Afrique, pas qu'en Afrique, mais aussi en Asie, à développer l'assurance. Parce que l'assurance, on dit que la banque est peu développée, l'assurance est encore moins développée. Et tout être humain, même des Français, hein, on ne prend des assurances que parce que souvent elles sont obligatoires. C'est compliqué dans une assurance obligatoire en Afrique quand des gens ont, pour reprendre ton exemple, 2 $ par jour pour vivre. Aujourd'hui, il y a des programmes pour développer les assurances, notamment sur la santé et des médicaments, avec des systèmes d'incentive, de micro-assurance,
qui fait que les gens acceptent de prendre une assurance, même si de prime abord, ils n'en voient pas l'intérêt. Et là, je te rejoins à 200%. Pour arriver à faire ça, il faut aussi une forme de formation, de conduite du changement, pour que le citoyen, mais également les marchands et autres, comprennent l'intérêt d'avoir cette inclusion financière. Alors justement, c'est Tamer qui a demandé le micro, c'est bon le... Auprès, ce qu'on appelle la foule, monsieur tout le monde, via des plateformes web ou, pourquoi pas, des applications mobiles. C'est vraiment utiliser la technologie pour mettre en relation, d'accord, des personnes ou des projets qui ont besoin de financement et des personnes qui ont de l'argent, qui sont prêts à les financer. En fait, si on réfléchit un petit peu, la finance, elle a commencé comme ça. Je veux dire, et nous, en Afrique, je veux dire, quand on parle de Tantine, c'est le système de base de la banque de financement. C'est des personnes, une petite communauté qui met en commun ses propres ressources financières au service des différents projets de la communauté. Et c'est la même chose, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Parce que là, maintenant, on a pris l'habitude, on a besoin d'un financement, on va avoir une institution financière, et on va en tout cas déposer une demande. Voilà, il y a des personnes intelligentes qui disent oui ou non, pour X raisons, et donc on est financé ou on ne l'est pas. Alors que, parfois, et d'ailleurs on le voit, pourquoi d'ailleurs en Asie et en Afrique, les tantines perdurent, même ici en France, c'est parce que finalement, il y a d'autres critères que des critères financiers sur un tableau financier qui nous permettent de dire je fais confiance à telle ou telle personne pour lui prêter ou pas notre argent de la communauté. Et donc, c'est une sorte d'intelligence aussi collective qu'on peut avoir. Et parfois, ce qui nous importe, ce n'est pas forcément une rentabilité financière, mais c'est de voir un tel projet qui va nous permettre d'avoir une boulangerie dans le coin, d'avoir un commerce qui répond à des besoins propres à notre communauté, et ainsi de suite. Donc, c'est ça aujourd'hui la finance participative et le crowdfunding qui est juste son terme en anglais qui est plus usité aujourd'hui. D'accord. Mais concrètement, voilà, je suis un Africain de la diaspora. J'ai une idée d'entreprise en Afrique, il me faut 300 000 €. Je viens taper la porte de Tamer Mden, le patron fondateur d'Afrique-Wiki. Et comment ça se passe? Ou alors, à l'inverse, je suis un contributeur, je suis un gars de la diaspora ou pas. Je veux bien investir pour quelqu'un qui a un projet. Et je m'adresse aussi à Tamer, je dis comment je fais pour... C'est les deux questions auxquelles il faut répondre concrètement par l'exemple. Alors, voilà, je vais y arriver. Je vais apporter néanmoins une précision qui paraît importante. C'est qu'il y a grosso modo 3 modes de financement des projets. On finance des projets via du don. Donc c'est beaucoup plus adapté à des projets, on va dire, associatifs, à des projets caritatifs. Il y a du financement via du prêt. Je prête et je m'attends à être remboursé avec ou sans intérêt. Et là, c'est une diversité de projets qui peuvent être des projets personnels, mais également des projets d'entreprise. Il y a aussi ce qu'on appelle le financement participatif via de l'investissement. Donc c'est plutôt adapté aux entreprises où on va investir dans le capital. Et donc on devient actionnaire associé du projet lui-même. Ce sont les 3 modes de financement qui permettent de répondre quasiment à tous les besoins en termes de financement. Maintenant, concrètement, voilà, je suis un membre de la diaspora, en tout cas pour correspondre à des contextes qu'on connaît. Je peux être une association, par exemple, de la diaspora, comme le RIS, si je souhaite porter un projet pour la communauté, et bien je peux aller sur une plateforme de financement participatif, porter ce projet à la connaissance de ma communauté, de la diaspora, et demander un financement pour ce projet-là. Donc c'est à la fois faire connaître ses actions et ses projets auprès d'une communauté large, c'est aussi d'avoir une adhésion des membres qui vont contribuer au financement, et donc assez souvent on peut financer ce projet à partir de 1 €. Donc il y en a qui vont mettre 1, 10, 100, mais chacun participe, mais c'est aussi une forme d'engagement. On a pris l'habitude de penser que parce que quelqu'un a liké une page Facebook, il fait partie de la communauté, mais aujourd'hui on se rend compte que tout le monde like tout et n'importe quoi, et il n'y a plus aucun engagement avec ça. En revanche, celui qui sort une carte bleue et qui met même 1 €, c'est déjà une forme d'engagement fort. C'est pas un peu plus, c'est pas 1 000 € le minimum? Alors là, je parle du don, là, on est dans le cadre d'une association. Pour, maintenant, un entrepreneur de la diaspora qui souhaite, par exemple, effectivement, porter son projet
on ne voit pas un projet en Afrique, il peut effectivement aller sur une plateforme de financement participatif, pour le coup, en investissement. Il va s'adresser pareil à ses amis, sa famille, toute une communauté éventuellement de la diaspora qu'il ne connaît pas mais qui peuvent être sensibles à son projet. Je vais porter un projet de développement économique donc au Congo, et ben, je vais m'adresser aussi aux amis du Congo, mais tout d'abord à la diaspora congolaise. Quand vous avez des business plans qui ne sont pas aboutis, justement c'est pour ça que Loris est un peu dans l'antichambre, je dirais. Nous, notre rôle, effectivement, c'est accompagner également des gens, ceux qui ont des business plans. Et nous, on sait faire des business plans, on sait organiser des concours, donc on sait les faire. On a des experts au sein du RIS pour ça. Et on pourra vous présenter à ce moment-là des projets qui tiennent déjà sur deux pattes. Merci beaucoup en tout cas. Alors je reprends un peu la parole, puisque le président a voulu que je fasse mon métier. J'étais très bien assis dans mon coin. Pour une fois, le secrétaire général était devenu un grand monsieur. Mais non, là, ça y est, c'est l'ouvrier qui vous parle, votre serviteur. On a parlé tout à l'heure du mobile. Et nous avons pensé que le mobile, ça suppose d'avoir la fibre optique. Mais il y a également, le président l'a dit, l'énergie. Et on avait voulu inviter une dame qui devait venir. Elle a travaillé pour le barrage de Inga. Tous les Congolais connaissent le barrage de Inga, qui est un barrage très important. On nous avait promis que si le barrage de Inga se faisait, certainement l'Afrique n'aurait plus de problème d'énergie. Tellement ce barrage était puissant. Bizarrement, ce barrage n'existe toujours pas. Enfin, en tout cas, il n'est pas au maximum de sa puissance. Il existe, mais il n'est pas au maximum de sa puissance. Il y a 3 Inga, on est au premier Inga, et les 2 autres Inga 2, Inga 3, c'est des rêves, pour l'instant. La problématique pour nous, c'était de savoir pourquoi ce barrage ne marche pas encore. Donc il y a des phénomènes géopolitiques qui tournent effectivement cette question. Malheureusement, cette dame n'a pas pu venir, elle a eu des problèmes personnels, on la verra la prochaine fois. Mais nous avons un Congolais, un compatriote, qui lui travaille dans le domaine de l'énergie, donc je voulais l'appeler ici pour essayer de nous expliquer qu'est-ce qu'il fait et comment ça se passe, la gestion de l'énergie au Congo et en Afrique centrale en particulier. Patrick. Merci bien. Alors Patrick, dis-moi, tu peux nous dire en quelques mots, qu'est-ce que tu fais dans ton activité et comment ça se passe? Et tout à l'heure, avant que je vous dise ce que je fais, je voudrais d'abord parler d'Inga, que vous venez de l'évoquer. Je suis originaire de la RDC et j'ai 60 ans et demi. L'histoire d'Inga, je ne sais pas si je verrai Inga opérationnel un jour. C'est une affaire qui nous travaille tous. Et c'est une affaire qui travaille toute l'Afrique, pas que le Congo. Inga, c'est un enjeu politique. Inga, c'est un enjeu mondial, en fait. Je voudrais vous dire une chose, chers compatriotes. Quand le monde avait besoin de la RDC, du Congo belge, les Congos étaient présents, mais les Congolais étaient absents. C'est-à-dire, pendant la Première Guerre mondiale, et ces caoutchoucs-là allaient servir pour entraîner le char de combat, puisque les chars de combat étaient entraînés par la chaîne. Mais le monde s'est tourné vers le Congo belge pour lui donner du caoutchouc, et c'est ce que le Congo belge avait fourni. Quelques années plus tard, le monde avait besoin du Congo, encore une fois de plus, pour son uranium. Et cet uranium-là avait servi, avait stoppé la Deuxième Guerre mondiale. Le Congo était présent, mais les Congolais étaient absents. Maintenant, on parle du portable. Nous tous qui sommes ici, chacun a un portable tactile. Donc le monde s'est tourné vers le Congo pour lui demander son coltan. Et le Congo a donné du coltan, mais le Congolais est absent.
Mais pour Inga, encore une fois, je ne sais pas si le Congo sera présent et le Congolais sera présent aussi. Merci beaucoup. Merci. Alors, je voudrais... Je voudrais, comment vous faites, puisqu'il n'y a pas Inga, comment les gens arrivent à, effectivement à vivre avec les... C'est là où je voudrais en venir. Je fais mes études à l'Institut supérieur de techniques appliquées. J'avais terminé mes études en 83 à Kinshasa. Je suis d'origine batéké, de l'autre côté. Et quelques années plus tard, je suis venu étudier à Montpellier. Et je travaille dans le groupe Engie. Et je donne mon temps pour donner de l'énergie dans une fondation qui s'appelle Énergie Assistance. Tous les ans, je donne 10 jours pour aller électrifier les coins les plus reculés. Je travaille beaucoup plus en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, pardon, en Afrique de l'Ouest, au Mali, j'ai fait tout le sud-est et le sud-ouest du Mali. Je suis allé là où même le vrai Malien n'ont jamais été pour électrifier les centres de santé, en panneaux photovoltaïques, les écoles, en panneaux photovoltaïques et quelques mairies. Il y a des villages qui se trouvent vers la région de Caille qui engorgent à peu près 2 à 3 000 familles. Pour vacciner les enfants, ça demande des frigos solaires. Et quand on électrifie les centres de santé, on inclut aussi le frigo solaire. Le solaire, c'est quoi? On alimente le batterie via par les solaires en passant par un régulateur. Dès que les batteries sont pleines, le régulateur coupe. Et à partir de batterie, on va sur l'onduleur. Puisque nos portables ont un courant faible, le courant continu. Mais maintenant, dans le solaire, c'est l'inverse. On rentre en courant continu, admettons 24 volts, et on les transforme en courant alternatif 220 volts. Et c'est ce qui permet d'avoir de la lumière. Je peux dire que c'est de l'énergie de substitution. Avec le solaire, tu ne peux pas prendre ton fer à repasser et repasser, non. Sinon, ça va bouffer. Et le solaire, ça nous permet tout simplement d'avoir de la lumière, charger le portable, travailler à la maison, comme le monsieur est en train de travailler sur son PC. Et ça permet aux enfants surtout de réviser à la maison. Et une fois, un petit retour d'expérience. Quand il y a eu la Coupe du Monde en Afrique du Sud, moi j'étais au Mali, dans la région de Caille, dans un village qui s'appelle Fatao et Lambidou. On avait électrifié la mairie de Fatao. Et pendant la Coupe du Monde, on était là, tout le village, regarder le match. C'était beau à voir. Voilà. Attendez, on continue. Alors, aujourd'hui, on entend encore dire que le solaire coûte cher. Là, tu nous as expliqué qu'il y a un problème de puissance. Et voilà, on ne va pas faire tourner des moteurs avec l'énergie solaire. Comme tu l'as dit, c'est une énergie de substitution. Mais étant en Afrique, le coût du matériel et l'entretien du matériel, est-ce que c'est un coût exorbitant ou est-ce que c'est supportable? Le coût n'est pas exorbitant pour l'entretien du matériel. Hein. Comment dirais-je? Admettons, on a un champ solaire, comme dans un village au Mali. On avait installé un champ solaire et qui alimentait tout un village. Et dans le solaire, l'entretien solaire ne demande pas beaucoup de travaux, hein. Juste faire le dépoussiérage des panneaux, vérifier le COS, s'ils sont desserrés, puisqu'avec la chaleur, il faut à chaque fois vérifier les COS. Et il y a eu encore une petite innovation sur tout ce qui est ampoule luminée. Et maintenant, c'est des ampoules à LED. C'est encore plus économique. Donc je pense qu'avec les solaires, on ne va pas mettre beaucoup de moyens pour avoir cette petite lumière. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Mais je suis resté sur ma fin sur Inga, parce que la question n'a pas été répondue. Et il ne faut pas
comment on dit, échapper aux problèmes politiques dans nos pays. Il faut le dire aussi. Hein? Si les choses vont mal dans nos pays, surtout dans l'Afrique centrale, c'est lié aussi à la politique. Parce que pourquoi ça marche au Mali, au Sénégal, et pourquoi pas au Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, pourquoi pas? Il faut le dire. Il faut l'expliquer aux jeunes qui sont là. Ce sont, par exemple, qu'on finit, ce sont les jeunes qui sont là qui vont nous succéder. Vous et moi, on a en gros le même âge. Donc il faut former les jeunes à ces choses-là. Il faudrait que nous changions la manière de diriger ces pays-là. Sinon, on n'avancera jamais. J'ai dit. La politique, je le fais. C'est pas de la politique, ça. C'est une réalisme, ça. Je ne défends personne, mais je crois qu'il a tout à fait raison. Toi, tu l'as dit toi-même que c'était de la politique. La façon dont on gère nos pays, vous comprenez très bien, là où nous sommes, on peut dire ce que l'on veut, ça ne changera pas notre vie demain matin. Il faut le dire. Il faut le dire, mais je pense qu'on a la chance. Très bien. Je vais être droit envers mon frère. Vous savez, à l'ère actuelle, ça bouillonne en RDC. Ok? Il y a un candidat que moi je représente ici qui s'appelle Martin Fayoulou. Ok? Il y a de cela 3 ans, je l'avais ramené, quand il y a eu Genval à l'époque, je l'avais ramené dans notre groupe NJ pour qu'il aille rencontrer des gens qui parlent à l'oreille du Mestralé, le PDG Mestralé à l'époque. On lui a posé la question, comment va Inga? Il y a eu un appel d'offres pour la réhabilitation de la ligne haute tension à partir de Inga jusqu'à Kinshasa. Et pendant l'appel d'offres, nous on avait répondu à cet appel d'offres, chose que je ne peux pas le dire là. Mais il y a eu des Pakistanais, il y a eu des Indiens, pendant que nous on défendait le marché, on devrait récupérer ces marchés-là. Et le marché a été récupéré à un prix au lance-pierre en fait. Ce sont des Indiens qui avaient récupéré ces marchés-là, moyennant un coût, je ne peux pas le dire. Et nous nous sommes retirés du projet en disant que ce projet ne verra jamais le jour. Et cette question a été posée à Fayoulou. On lui a dit, alors comment va Inga? Il a dit, Inga est toujours stationnaire. Voilà. Merci beaucoup. Ben, vous voyez, tout le monde est au courant. Ah, vous avez une question? Une dernière, s'il vous plaît. Je veux rebondir sur ce que nos 2 anciens ont dit. C'est vrai qu'on parle d'énergie, mais il n'y a pas que le solaire. Donc on sait que, comme vous l'avez dit, c'est énergivore, ça consomme énormément. C'est quelque chose, je dirais, lorsqu'on a du délestage, on peut passer sur du solaire pour charger, pour vraiment être sur de la première nécessité. Je pense que, comme l'a dit notre ancien qui est là, la suite, c'est l'éducation, c'est éduquer ceux qui viennent derrière. Et puis travailler aussi sur les sources d'énergie mixtes. Ça veut dire qu'on est sur l'électrique, on peut avoir du solaire, on peut avoir différentes sources d'énergie en fonction en fait du besoin et optimiser, avoir une gestion donc optimisée et technique de nos habitations. Et je pense que même, bon, je fais un petit laïus, hein, on parle de digital, on parle de beaucoup de choses, mais les gens n'ont même pas le courant pour étudier. Les gens n'ont même pas l'accès, je parle même pas d'eau potable, mais d'eau qui sort du robinet, juste pour se laver les mains, par exemple. Hein. Je parle même pas d'eau à boire. Hein. Donc je pense que ces choses qui sont des besoins primaires, il faudrait qu'on puisse davantage se pencher dessus et avoir des projets qui répondent aux besoins primaires de la population. Merci. L'un des lauréats avait une entreprise dans le solaire et il installe encore aujourd'hui, nous l'avons visité plus tard, et il fait un merveilleux chiffre d'affaires. Il est capable de vous rendre une maison autonome en eau et en électricité, c'est-à-dire avec des pompes à eau dans un puits mu par l'énergie solaire. Donc il peut avoir une autonomie en eau et en électricité, rien que par le solaire. Et ça marche, hein, et il a des marchés auprès du PNUD, etc. Et on l'a vécu, ça c'est du concret à Brazzaville. Tout à fait, vous avez parfaitement raison. Et d'ailleurs, aussi pour la petite histoire, ce Congolais-là, il est des 2 Congos. Je crois que l'un de ses parents est de l'autre Congo et l'autre parent de l'autre Congo. Vous avez parfaitement raison.
Dans le solaire, on peut trouver tout. Nous, en Afrique centrale, nous avons la nappe phréatique qui est à moins de 10 mètres. Mais nous manquons de l'eau. Par contre, en Afrique de l'Ouest, j'ai vu des gens qui faisaient le forage à 60 mètres pour aller chercher de l'eau. Mais parfois, la nappe était encore plus profonde. Mais ces gens-là ne manquaient pas de l'eau. Pour avoir de l'eau, qu'est-ce qu'on fait? On injecte une pompe solaire. Et la pompe va remonter de l'eau dans un château d'eau. C'est comme la chasse d'eau qu'on a chez nous. Hein. La pompe va récupérer de l'eau en le ramenant dans le château. Et dans le château, il y a des flotteurs. Dès que l'eau atteint un niveau haut, le flotteur maintenant coupe. Le flotteur envoie un signal à la pompe et la pompe s'arrête. Et vous êtes chez vous, vous ouvrez le robinet, vous avez de l'eau. Et en ouvrant le robinet, l'eau qui se trouve dans le château descend et la pompe amorce. Et quand j'ai vu ces systèmes, je me suis dit, mon Dieu, chez moi en RDC, nous avons de l'eau partout, mais les gens en souffrent. C'est triste. Mais espérons que la jeunesse africaine va rehausser ces défis. Ok, merci. Merci beaucoup. Les transferts de fonds, tout le monde, moi j'en viens. Tout à l'heure, il n'y a même pas une heure, j'étais parti envoyer encore de l'argent, avec plaisir, on le fait toujours, on aide nos familles, on adore ça. Et comme on a la chance de gagner un tout petit peu plus, le plus, on le partage avec les nôtres. Donc je voulais vous parler de transfert d'argent, une prise de conscience qui vous choque, client ou patient. En fait, l'idée nous est venue quand vous allez dans un Western Union, dans une agence Western Union. Qu'est-ce que vous constatez? Il y a un truc qui m'a beaucoup frappé. La première chose, c'est que les clients sont assis. Et moi, aujourd'hui, je travaille du côté du Stade de France, donc je prends tous les matins, je passe devant pour aller vers la Chapelle et puis le Stade de France. Et donc j'ai le Western Union de la Chapelle. Et quand vous rentrez dedans, j'ai l'impression que je rentre dans un hôpital. Ce ne sont pas des clients, ce sont des patients. On a l'impression qu'eux, ils viennent, ils ont un problème. Alors c'est eux qui ramènent de l'argent. C'est nous qui ramenons de l'argent. C'est nous qui payons en Western Union. Et c'est quand même curieux de vivre ça, c'est un vrai choc. Est-ce que nous sommes clients ou nous sommes patients? Regardez en Afrique, un bureau de Western Union. Comme vous savez, les bénéfices que fait Western Union. On va y réfléchir. Morcelé. Comme il est morcelé, et je dirais même, il n'est pas que morcelé, il a même un marché à canaux. Vous allez voir des canaux qui vont faire transfert Mali-Sénégal. Ce qui fait que, quand vous avez des marchés qui sont morcelés, quand vous avez des marchés qui marchent par les canaux, il n'y a pas la concurrence. Difficulté d'instaurer une concurrence, donc les clients sont des pigeons. Et c'est ce qui se passe. Le résultat, les frais de transfert, ils sont plus élevés qu'ailleurs. La Banque mondiale parle, la communauté européenne en parle. On peut se demander que font nos gouvernements. Je savais que tu m'attendais, mais j'éviterais d'aller trop loin. L'importance du transfert de fonds, tout le monde le sait. En tant qu'Africain, on sait que... Je voulais quand même dire un petit mot là-dessus, parce que l'argent qu'on envoie, ça permet d'aider nos familles, ça permet souvent de soigner quelqu'un de la famille, ça permet souvent de scolariser un enfant de la famille. Donc pour nous, cet argent n'est pas seulement le nerf de la guerre, comme on dit, c'est carrément le nerf de la vie, pour nous. Le transfert, on a vu que les transferts de fonds en Afrique représentaient aujourd'hui, dans certains cas, une part très très importante du PIB du pays. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui l'a dit, qui l'a affirmé, il s'appelait Laura Hamon, il a dit, d'une certaine manière, et dans certains pays, la diaspora africaine est devenue une bouée de sauvetage et a réussi là où la communauté internationale a échoué. C'est quand même des choses qui doivent nous faire réfléchir. Pourquoi réfléchir? Parce qu'on se dit, qu'est-ce qui se passe? Je me rends compte que, depuis un moment,
on me dit que la diaspora envoie énormément d'argent en Afrique. La diaspora, on me dit qu'il représente une part très importante de son PIB. Mais, mes frères, quand vous allez en Afrique, quand vous débarquez de l'avion, personne ne vous regarde. D'ailleurs, le douanier qui vous reçoit, il vous traite comme n'importe qui. Mais pourtant, quand on regarde, vous êtes un membre de la diaspora. Vous financez plus que le Chinois quand il arrive, le gouvernement chinois ou le ministre chinois ou le chef d'entreprise chinois qui débarque en Afrique, tapis rouge. Le chef d'entreprise européen, tapis rouge. Mais c'est de loin. Vous êtes de loin les plus grands pourvoyeurs de fonds de votre continent. Ce n'est pas eux. Et bizarrement, on ne fait pas attention. On accepte cette situation jusqu'aujourd'hui. Alors, pardon, je vais revenir là-dessus, Théo. Pourquoi je le dis? Parce que je dis, prenons conscience. J'ai posé la question, le statut de la diaspora. Oui, il y a certains pays qui l'ont fait. Quand vous savez que la personne qui est là vous fait vivre, vous aide, vous devez le respecter. Donc, commençons par respecter les nôtres. Un statut de la diaspora, c'est pas mal, ça pourrait faire politique, mais c'est une idée qui permettrait d'avoir des situations, d'imaginer des droits pour la diaspora. Je reviendrai tout à l'heure. C'est de noter. Les droits de la diaspora, bon, ça dans certains pays, l'Israël l'a fait, les Indiens le font, et j'aimerais bien qu'en Afrique, qu'on commence également à innover là-dessus. Bon, les tarifs injustes, ça vous le savez, c'est quand même terrible. J'étais en train de rédiger le document pour vous, et je me rends compte que le mardi 27 novembre, donc c'est tout à fait récent, et on voit que UFC Que Choisir porte plainte contre Western Union et MoneyGram. Vous vous rendez compte? C'est UFC Que Choisir qui porte plainte. Mais nous, combien de fois on devrait porter plainte contre ces messieurs? Alors, la suite. Je vous laisse. Bon, je ne vais pas passer sur les statistiques parce que tout le monde les connaît. On sait très bien que l'Afrique est défavorisée dans ce cas-là. C'est-à-dire que nous avons les transferts les plus coûteux. Nous sommes peut-être, quelquefois, tout le monde le dit, le continent le plus pauvre. Mais curieusement, c'est nous qui payons le plus. Alors, comment faire sauter ces freins? Les Africains ont commencé à réfléchir. Ils n'ont pas attendu le risque, effectivement. Il y a plusieurs idées. Nous militons pour la suppression des contrats d'exclusivité. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais nous, on s'est posé la question, pourquoi Western Union? Pourquoi MoneyGram sont puissants en Afrique? Et c'est parce qu'ils ont signé, la plupart du temps, des contrats d'exclusivité avec les États africains. Et ces contrats font que personne d'autre ne peut arriver sur leur marché. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les Africains, comment nous fonctionnons, on n'arrive pas à parler d'une seule voix. C'est pour ça que, parmi les outils que je propose, il y a la théorie du balai. Vous avez la troisième. C'est une théorie, un Africain le comprendrait très bien. Et nous, au RIS, on a souvent parlé de ça. La théorie du balai. Vous savez, quand vous prenez un balai, si vous prenez une brindille, vous le cassez comme vous voulez. Avec un brindille, vous ne faites rien avec un brindille. Mais quand vous mettez tous les balais ensemble, essayez de casser un balai. Vous verrez que c'est très très difficile. Donc les Africains devraient commencer. Si on parle tous ensemble, dans le même sens, je vous garantis, même Western Union ne pourra pas passer devant. Donc la théorie du balai, c'est très important. Tout ce qui se fait sans toi se fait contre toi. Donc nous avons la possibilité. Je le dis, c'est pas pour faire de la politique, justement, parce que pour dire, mais nous avons aujourd'hui la possibilité de pouvoir trouver une solution, puisque c'est nous qui sommes les clients. En Europe, on a appris dans les cours de marketing, dans les cours d'économie, le client est roi. Mais qu'est-ce qui se passe? Les rois d'Afrique sont morts, et il n'y a plus de... C'est ça qui est terrible. S'il vous plaît, revenons là-dessus. C'est des basiques, hein. Alors, le projet du RIS en la matière. Le RIS, avec beaucoup d'humilité. Nous avons réfléchi sur le sujet, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut nous proposer à nos frères? Qu'est-ce qu'on peut proposer à la diaspora? Alors,
La première chose qu'on s'est dit, c'est que dans le transfert de fonds, vous avez entendu, c'est intéressant de voir que tout n'est pas facile, tout n'est pas simple, parce qu'il y a la régulation et la réglementation. Et l'Afrique, les gouvernements africains, malheureusement, il faut qu'eux, ils nous aident à mettre en place des réglementations qui permettent le développement de ces entreprises, de ces projets que nous voyons autour de nous. Le risque, on a pensé à une chose, c'est que nous, on est capable de le faire, finalement. On est capable, nous, de commencer à imaginer comment on peut mettre en place un système de transfert de fonds, de pays à pays. On a commencé à regarder des ambassades, discuter avec les ambassades. Quand vous allez prendre votre visa, quand vous êtes là-dessus, ce que vous faites, c'est que nous avons un bouton, vous cliquez dessus, vous arrivez sur notre site, où nous vous attendons. Vous allez en Afrique, vous avez 50 000, 30 000, 10 000, 2 000 à amener avec vous, c'est pas la peine, vous le déposez là, et vous allez le rechercher quand vous arrivez sur place. Ce que nous souhaitons, c'est d'avoir un partenaire qui accepte de travailler avec nous dans cette visée, qui n'est pas seulement économique, mais qui correspond à nos valeurs. C'est-à-dire, au lieu de quand vous prenez 4% pour un transfert, nous savons qu'on peut rémunérer 2% l'institution bancaire. Les 2 autres pourcents qui restent, le risque voudrait que ça soit versé dans une caisse pour faire du microcrédit aux jeunes entrepreneurs qui ont souvent besoin de 5 000, 2 000 euros pour amorcer leur business plan ou pour amorcer un projet. Aucune banque ne vous prête pour ça, mais nous voulons qu'avec l'argent de vos transferts, une partie de cet argent soit effectivement dédiée à cette activité. Voilà l'idée que nous mettons aujourd'hui, que nous jetons aujourd'hui en place. Pourquoi je le dis? Parce que vous avez vu les transferts des fonds, nos grands frères, on va dire nos grands frères, je le dis parce qu'il y a Elie qui va intervenir tout à l'heure pour donner. Club Efficience a déjà commencé à penser au transfert d'argent. Club Efficience a déjà une idée du transfert d'argent. Et le risque, en toute humilité, arrive avec une autre idée. Ce qui veut dire que ça y est, vous pouvez dire, si vous rencontrez quelqu'un qui travaille à Western Union, je pense que le vent est en train de tourner. Et ça sera à notre faveur. Merci beaucoup. Merci encore, Elie Camieux. Dans une autre vie, je suis chirurgien dentiste. Et ma passion pour la diaspora et surtout pour la société civile m'a amené aujourd'hui à être devant vous. Et ce travail, c'est un travail qui date depuis 12 ans. Depuis 12 ans, nous avons eu cette mauvaise idée de créer le Club Efficience. J'ai dit mauvaise idée parce que quelque part, c'est venu pourrir un petit peu nos vies. Mais on a une certaine passion pour ce qu'on fait. On est tellement heureux de pouvoir porter ce message. Et qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous tient dans les tripes. Et nous avons envie d'aboutir. Et on ne peut pas y arriver tout seul. Je me suis toujours posé la question, pourquoi ça devait être moi? Et je me suis finalement dit, pourquoi ce ne serait pas moi? Et je pense que chacun d'entre nous devait se poser cette question. Cette organisation, cette structuration de la diaspora, pourquoi ça ne passera pas aussi par vous? Rapidement, quand on voit, ça fait 12 ans que le Club Efficience travaille sur les diasporas. Quand on voit les différentes vagues de diaspora qui sont arrivées en France, en gros, si on décrit, il y a trois grosses vagues. Il y a ceux qui sont arrivés avant les indépendances, qui sont aujourd'hui, la plupart sont rentrés au pays, mais qui faisaient partie de l'élite qui venait après pour faire les études ici. Après, il y a eu une deuxième vague qui est plutôt classe moyenne, qui sont venus et qui représentent la majeure partie d'entre vous, qui sont plutôt venus faire les études de classe moyenne, les familles ont s'enseigné pour payer. Et on a une dernière vague qui est arrivée et qui aujourd'hui, celle qui prend beaucoup plus de place, c'est ceux qui, pour des conditions de vie compliquées sur le continent, se donnent tout pour sortir du continent, quitte à mourir en mer. Cela, en travaillant sur les trois populations de diaspora, on s'est rendu compte, moi qui fais partie, comme vous, de la deuxième moyenne, quand on arrive, on rentre dans le système du pays d'accueil. Par l'éducation, nous arrivons à maîtriser les codes des pays d'accueil. Donc nous rentrons dans le système, on est dans la plupart des salariés, parce qu'on nous a un peu formaté comme ça, de plus en plus libéral, mais bon, beaucoup plus salariés. Et on s'est rendu compte qu'on fait tous les mêmes erreurs, c'est-à-dire, quand on commence à travailler, on commence par acheter notre propre maison. Et ça nous plombe sur 15-20 ans. Pendant 15-20 ans, on ne peut pas mettre de l'argent à côté pour générer un business.
nous sommes ce qu'on appelle un peu des travailleurs pauvres. Nous sommes à 3 mois de la pauvreté, c'est-à-dire si on vous coupe votre salaire pendant 3 mois, vous devenez pauvre. Et on s'est rendu compte que ceux qui sont venus plutôt en débrouillardise sont plus autour de châteaux d'eau, Barbès, et commencent à faire du rabattage dans les salons de coiffure, dans les magasins exotiques, et sont au contact du business, et font des tontines, puisqu'ils sont dans la survie. Du coup, quand ils ont un peu de tontines, ils sont au parfum des pas de commerce qui se vendent. Et c'est eux qui achètent beaucoup plus les pas de commerce que ceux qui ont fait l'école, cursus, cadre, haut niveau, salaire et tout, et comme je vous dis, qui ont fait cette erreur de commencer toujours par la résidence principale et après on peut les faire. Donc voilà un petit peu le schéma aujourd'hui. On se rend compte que ceux qui sont passés par Barbès, ils ont certes le pied dans le business, mais malheureusement, comme ils ont tellement vécu dans la clandestinité, ils ont gardé les réflexes de la clandestinité, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas le levier de la banque pour pouvoir lever beaucoup plus, c'est-à-dire en mettant 100, on peut lever 400. Alors que nous qui avons compris ce système, bien sûr, on n'a pas les 100 pour pouvoir lever 400. Donc voilà exactement comment se présentent ces populations de la diaspora. La diaspora aujourd'hui, il y a une toute petite élite et une grande masse. L'élite a compris les codes des pays d'accueil et est rentrée dans le jeu. Mais l'une des erreurs de l'élite, c'est que l'élite est très solitaire. L'élite est individualiste. Quand il arrive à un endroit, il veut être le seul noir identifié à cet endroit. Comme ça, il est facilement reconnaissable. Il ne veut pas que les autres viennent le montrer. Donc du coup, quand il est à cet endroit, bien sûr, il est en minorité. Donc il ne peut pas impulser une dynamique qui est la sienne. Il épouse donc la dynamique des autres. Et du coup, ça fait qu'à chaque fois qu'on est de ces endroits, on est faible. On ne peut pas changer le système, on ne peut pas changer les mentalités, on ne peut pas changer la façon de faire. Et pourtant, il suffisait de tendre la main, d'ouvrir la porte et de permettre à d'autres qui sont militants, qui peuvent aussi bien valoriser. Ensemble, on pourra ainsi influencer le système et faire avancer les choses. Et aujourd'hui, quand on voit la majeure partie dans notre population diaspora, nous créons énormément d'associations. Ces associations qui permettent bien sûr à leurs porteurs, leurs initiateurs de pouvoir vivre, de pouvoir tenir. Mais aujourd'hui, l'élite qui a compris les codes de ces pays, eux, ils ne prennent pas le temps de venir tendre la main à la base, de structurer cette base et de permettre qu'ensemble, qu'on puisse vraiment changer les choses d'une façon vraiment plus profonde. Voilà une de nos premières difficultés, très individualistes, nous ne savons pas travailler ensemble. Aujourd'hui, nous arrivons à une génération. En 2017, c'était la première année en France que 13,6% d'enfants nés en France étaient issus de parents venus d'Afrique, contre 13% d'Africains qui rentrent en France. Donc c'est la première fois dans l'histoire de France que ceux qui sont nés sur le territoire d'origine, qui sont afro, sont plus nombreux que ceux qui rentrent. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est quelque chose d'important, c'est vraiment un tournant dans notre vie. Ce qui entraîne énormément de choses. Ça veut dire que quand on réfléchit, on veut travailler sur cette diaspora, qui va être vraiment les projets qui vont être matures dans 5-10 ans, il faut tenir compte, il faut sortir de la base en se disant, nous qui sommes nés en Afrique, nous pensons investissement, pays d'origine, village d'origine et même quartier d'origine. Mais aujourd'hui, nos enfants, deuxième, troisième génération, seront bientôt plus nombreux que nous dans les pays d'accueil. Donc eux, ils ne voient pas l'Afrique comme nous. Ils voient l'Afrique comme des opportunités, des zones d'opportunités d'investissement ou professionnelles. Que ce soit Dakar, Cape Town ou Abidjan, ils peuvent travailler partout. Alors que nous, on est restés encore cloisonnés dans notre pays d'origine. Donc d'où vient la deuxième notion de panafricanisme. On ne peut pas parler de développement sans avoir cette vision panafricaniste. Si on reste cloisonné dans nos pays, on va développer des petits pôles et il y aura un flux de population qui vont venir étouffer les pays qui se développent. Donc ces notions-là, pour moi, sont très importantes. Si nous voulons mettre des bases solides de développement, d'épanouissement de la diaspora, il faut absolument que nous cassions, il faut absolument casser ces différentes observations que je vous ai faites. C'est-à-dire ça passe déjà par nous les cadres. Donnons du temps pour structurer et organiser notre communauté. Ce n'est pas aux autres de venir nous structurer, c'est à nous-mêmes.
de nous rendre compte, on a tous les spécialistes. Est-ce qu'on ne peut pas prendre le temps d'observer nos difficultés et voir comment on peut mettre en place des mesures pour lever ces difficultés? C'est possible. Vous le faites tous, chacun de nous le fait dans ses boîtes, dans ses entreprises qui vous payent. Mais vous avez ces compétences, ces connaissances, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'appliquer sur nous-mêmes? C'est une bêtise que je ne comprends pas. Et quand on a travaillé tout ça, on s'est dit, aujourd'hui, comment mettre en lumière la diaspora? Le Club Efficience a décidé depuis 12 ans de travailler sur 3 grands axes. Les compétences, mettre en lumière les compétences, on n'en parle plus, c'est là. Donc nous publions le Gotha Noir qui est publié tous les 2 ans, le prochain sortira en février, qui permet de mettre en lumière ces compétences au niveau européen. Où sont les diasporas? Dans quel secteur ils sont? Comment on peut faire pour les contacter? Très important. Si on veut fédérer, il faut déjà savoir où nous trouver. Deuxièmement, ce qu'on attend de nous aujourd'hui, ce n'est pas que les compétences. Pour connecter la diaspora avec le continent, c'est apporter des idées novatrices, des solutions à des problématiques de développement. Les enjeux du continent, c'est le développement. Qu'est-ce que nous pouvons apporter à ces enjeux-là? Donc c'est utiliser notre intellect. Cette double culture que nous avons, la fierté d'être africain et le bonheur aujourd'hui d'être européen, puisque nous sommes des Afropéens, nous avons cette double culture. Qu'est-ce que nous pouvons apporter comme plus-value pour changer ce qui se passe sur le continent? Quand on a réuni ces deux, le dernier point qui nous manque, c'est le capital financier. C'est le nerf de la guerre. Il faut avoir les moyens de sa politique. Et les transferts d'argent, c'est aujourd'hui le seul véhicule structuré que la diaspora trouve pour envoyer de l'argent en Afrique, donc du coup tout le monde s'engouffre. Mais aujourd'hui, nous sommes convaincus, si on pouvait montrer, il pouvait avoir un autre levier, digne de confiance, structuré, et on pourrait franchement aider le développement du continent. Aujourd'hui, les transferts d'argent, certes, ça aide nos populations, ça empêche à nos familles de sombrer dans la pauvreté, mais les transferts d'argent ne permettent pas le développement du continent. Je prends pour exemple, chaque année, est-ce que vous savez que nous sommes le premier bailleur de fonds sur le continent africain? Les diasporas transfèrent 65 milliards de dollars par an sur le continent. C'est énorme. Les 65 milliards, 6 à 7 pays captent les 80% de ces 65 milliards. Le Nigeria en tête avec 22 milliards, l'Égypte avec autour de 20 milliards, ensuite le Maroc 8 milliards, après c'est le Ghana, le Sénégal qui sont beaucoup plus bas. Et on se dit, mais ces 65 milliards, c'est énorme, ça dépasse l'aide au développement en 2017 qui était de 29 milliards, et les investissements directs en 2017 qui étaient de 42 milliards. Donc nous sommes de loin les premiers bailleurs de fonds sur le continent. Mais malheureusement, cet argent que nous envoyons, cet argent permet juste à nos familles de ne pas sombrer dans la pauvreté. Cet argent ne va pas en investissement. Il va pour nourrir les familles, se soigner et un peu d'éducation. Mais ne permet pas de créer des emplois pérennes pour que la population, la base de la population ouvrière africaine puisse avoir des emplois et progressivement passer de la classe ouvrière à la classe moyenne. C'est la classe moyenne qui fait fonctionner les pays européens parce qu'ils ont un pouvoir d'achat conséquent pour entretenir l'économie et faire tourner cette économie. Notre souci à nous tous, comment faire pour que l'Afrique puisse avoir une base de classe moyenne énorme? On a une toute petite élite et une énorme base, mais aujourd'hui la classe moyenne est inexistante sur le continent. Pour qu'on soit développé, il faut qu'on ait cette base moyenne, de classe moyenne, qui a un pouvoir d'achat pour pouvoir faire tourner toute cette économie. C'est ainsi que, quand nous nous sommes posé la question, comment faire pour développer cette classe moyenne? On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, quand on a les bailleurs de fonds ou les fonds d'investissement, ils vont plutôt vers des projets structurants, les ponts, les routes, parce qu'ils ont un seul interlocuteur qui est l'État. Mais quand on crée des emplois par des gros projets, ces emplois, malheureusement, sont des emplois temporaires, c'est-à-dire qu'à la fin du chantier, d'un barrage, d'une école, d'un hôpital, la population locale qui bénéficiait de ce travail et qui devait ainsi élever son niveau de vie, il retombe dans la précarité, parce que son contrat est fini, il retombe dans le moment pensé en se disant, mais nous tous, nous avons le modèle des tontines. Ça, c'est vraiment culturel africain. Mais comment moderniser cette tontine? C'est de permettre aujourd'hui, les fonds d'investissement aujourd'hui, pour y rentrer, il faut des tickets d'entrée assez élevés. Du coup, ce n'est pas offert à tous. Mais si on démocratise le fonds d'investissement,
ça permettra même aux plus petits et même des grands de pouvoir rentrer dans ce fonds. C'est ainsi que nous avons pensé un fonds d'investissement qui s'appellera Efficience Africa Fund. L'objectif est de séduire 100 000 personnes. Chacun met 50 € par mois sur 10 mois. Ça fait 500 € par an. Cet argent, multiplié par 100 000, ça fait 50 millions. Cet argent, avec une vision panafricaine, permettra ainsi d'accompagner les PME sur le continent, créer des emplois, créer de la valeur, créer de la richesse et changer le modèle de développement du continent. Voilà un petit peu, malheureusement, le temps. J'aurais peut-être d'autres moments pour en parler. Déjà décembre. Peut-être une question, c'est une peut-être contribution Yes. par rapport à ce que vous venez d'évoquer, la vision du panafricanisme. Je suis très d'accord là-dessus. Et je crois que ça passera aussi par... faut commencer à expliquer aussi, faut passer par l'histoire. Je crois que c'est très important pour que nous puissions comprendre que nous ne sommes pas différents, que nous sommes... nous venons d'un seul même point, nous sommes le même peuple qui s'est dispersé après pour créer voilà, les nations qui existent. Donc, étant donné que nous sommes des peuples bantous, nous venons d'un même point, que cette différenciation des nations qui sont venues nous séparer crée des freins à certaines personnes pour effectivement aller vers cette vision. Donc, je veux proposer aussi au RIS, prochainement, si on peut avoir aussi des historiens pour nous expliquer notre histoire, parce qu'un peuple sans histoire, c'est une personne sans âme, c'est très important. Pour moi, l'histoire, j'y tiens beaucoup, parce que j'ai découvert beaucoup de choses. Effectivement, il n'y a pas de différence. Donc voilà, je ne peux qu'encourager cette vision panafricaniste et nous allons contribuer vers ce panafricanisme. Merci. Bonjour, City Ahmed. Donc, je me permets d'intervenir juste par rapport à une interrogation que je me pose. Donc, déjà, merci donc, à vous par rapport au dynamisme, aux synergies que vous mettez en place et en œuvre pour l'Afrique et puis voilà, donc, bien sûr le Congo. Ma question porte sur les finances et plus particulièrement donc, le CFA. Donc, qu'est-ce que le risque, qu'est-ce que vous pensez, quelle est votre position par rapport au CFA et notamment par rapport au fait qu'on mesure aujourd'hui que le nerf de la guerre étant l'argent, ne possédant pas nous l'argent, puisqu'elle est donc en Europe, en France, on le sait bien. Quelle est votre opposition en fait par rapport à ça, s'il vous plaît? Merci. L'avis du secrétaire général, nous avons des jeunes, nous avons plutôt ciblé des jeunes. La plupart, c'est des gens qu'on a suivis depuis longtemps, que nous connaissons, qu'on a vu progresser. Et donc, voilà, je vais vous laisser les découvrir. Alors, Étienne, on le suit depuis un moment. Et le RIS a financé une partie de son premier défilé, je crois. Voilà, et on voit que c'est quelqu'un qui s'accroche, qui progresse bien. Et donc, voilà, c'est un prix d'encouragement qu'on te donne. Merci. Étienne, j'aurais juste une petite question. Bon, déjà, président, ne partez pas parce qu'il y a une photo pour le prix, bien sûr. De l'autre côté, on va J'aurais juste une question. J'ai vu ce que vous faites aujourd'hui. C'est formidable. Hein, c'est fantastique. Vous mettez nos frères, nos sœurs et tous les autres, d'ailleurs, dans le monde en valeur. Et continuez comme ça. Dites-moi, quels sont vos projets immédiats en ce moment? Bah écoutez, bonsoir tout d'abord. Mon projet, c'est... J'ai créé une marque de vêtements. À la base, c'était pour rendre hommage à mon grand-père, qui est au Congo, justement. Et d'où la marque Etienne Dusty. Etienne, c'est son prénom, Etienne, et mon deuxième prénom, c'est Dusty. J'ai enlevé le D, j'ai mis Dusty. Maintenant, ça fait 3 ans que je développe le projet. Après, c'est pas facile de développer un projet sans avoir forcément d'aide financière des banques. Donc tout ce que je fais, c'est un projet qui vient vraiment... Enfin, tout ce que je fais sur le projet, c'est des fonds qui viennent de ma poche. Donc voilà, maintenant ça fait 3 ans et le concept de la marque, justement, c'est tous les 2-3 mois, j'organise un défilé dans des lieux différents de Paris.
D'où le défilé que j'ai organisé le 5 mai, où le RIS m'a aidé financièrement pour organiser le défilé. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, Ortiz. En 2 mots, dis-nous ce que c'est. Est-ce que c'est un iPad? Qu'est-ce que c'est Bonsoir. Warsi, c'est une caisse enregistreuse. En gros, on est parti du concept que pour développer une activité, il faut ne pas négliger les concepts de gestion. Donc on s'est dit en Afrique surtout, et étant donné qu'il n'y a pas des outils de gestion, il y a des logiciels, mais ça nécessite quand même assez d'investissement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a transformé la caisse enregistreuse en y intégrant tous les aspects de gestion, la gestion du personnel, la gestion des stocks, la gestion... on peut même vendre en ligne, en fait, depuis sa caisse enregistreuse. En gros, avec la caisse, on remplace tout le système qu'on peut retrouver chez Carrefour, chez Auchan, grâce à un petit boîtier, à la box que nous on appelle Wartis Box. En fait, c'est ça. Très bien. Merci beaucoup. C'est moi qui ai le privilège hein, de remettre Anna. Voilà Anna, un prix bien mérité. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en 2 minutes ce que tu fais des sneakers? Alors, bonsoir à tous. En fait, j'ai créé une agence de communication un peu particulière autour de la culture sneakers. En fait, l'idée, c'est de partager tout ce qui a attrait à la basket, chaussures de sport que vous connaissez, et de montrer que derrière chaque basket qu'on porte, il y a des personnalités, des histoires, des anecdotes à raconter, des artistes et des créateurs qui essayent de percer la sneakersphère, mais qui n'y arrivent pas parce que la communication coûte cher, parce qu'il faut des codes, parce que quand on n'a pas les contacts, forcément, c'est pas évident. Et donc, nous, notre objectif, en fait, c'est d'être un peu un vulgarisateur de tout ce qui se fait autour de la culture basket, et de montrer que la basket, c'est plus qu'une chaussure de sport, et que derrière, il y a des personnes qui s'en inspirent et qui essayent d'en vivre. Ça, c'est des petites anecdotes que je voulais vous raconter, mais apparemment, j'ai pas le temps, donc je vais faire vite. Voilà, nos objectifs, en fait, c'est vraiment d'être les références et les personnes incontournables dans la culture sneakers. On organise des conférences, on monte des expositions. On a déjà monté des expositions, par exemple, au Crédit Municipal de Paris, où on a mis en avant des sneakers qui étaient un peu inédites. Là, on prépare des conférences, on en a une au magasin Généraux. D'ailleurs, je vous invite, j'enverrai le lien en RIS, je vous invite à participer à cette conférence. Et notre objectif absolu, c'est d'ouvrir une pépinière urbaine autour de la culture sneakers qui sera implantée dans le 93 pour permettre justement à tous ces artistes et toutes ces petites marques qui essayent de percer et qui ne maîtrisent pas les codes, de pouvoir se développer. Dans ce laps de temps, on organise le premier sommet de la culture sneakers en France à la Villette en octobre 2019. Pareil, je vous propose de venir nous rejoindre. À l'intérieur, il y aura des conférences, il y aura un musée qui va faire à peu près 450 mètres carrés. Et l'idée, voilà, c'est vraiment de vous montrer que la basket, c'est pas juste un truc qui coûte cher pour rien, qu'il y a des petites marques françaises, africaines et j'en passe qui essayent d'insérer le marché et qui méritent d'être connues. Donc voilà. Bravo. Je ne vois pas Elie, il est parti. Je ne le vois pas là. Sans vous, le RIS n'est rien du tout. Et vous avez compris qu'on peut faire des discours, mais si nous ne nous mettons pas ensemble pour travailler, on travaille pour rien, quoi. Donc voilà, donc on a besoin de vous, nous avons besoin les uns des autres. Voilà, je voudrais remercier vraiment tous les intervenants qui sont venus. On commence par M. Mignot, M. Huet, Elie. Nous avons aussi la joie d'accueillir M. Lederman, qui est le président de la Fondation Académie de Technologie. M. Lederman, voilà, merci à toi de votre visite. J'espère qu'on aura à faire des partenariats avec vous dans le cadre de l'enseignement notamment et de la formation. Voilà. Comme je l'ai dit au début, je ne suis pas un adepte des grands discours, voilà, parce que je ne suis ni politique ni littéraire. Je suis plutôt un technicien et un scientifique. Voilà, donc je vais vous inviter maintenant à prendre le cocktail dînatoire. Voilà. Merci à vous.
Bonsoir. Ce que j'aime bien dans ce type d'initiative, c'est que ça permet, moi qui fréquente pas forcément les milieux un peu issus de la diaspora, même si je suis congolaise des deux Congos, et c'est vrai que pour le coup, ce genre d'initiative, ça permet de rencontrer un petit peu des personnes qui sont de la même origine que nous, mais qui se lancent aussi dans des projets ou des projets qui sont déjà bien installés, de se rendre compte aussi un peu de l'avancée et de l'évolution aussi du Congo. Donc c'est vrai que c'est des initiatives qui font du bien. Après, la problématique, elle est toujours la même. Entre dire et faire, il y a toujours différentes étapes à franchir. Et c'est vrai que pour le coup, avoir identifié certaines problématiques, qu'on nous a apporté les solutions aussi ce soir, moi j'ai envie d'y croire. J'ai envie de me dire que peut-être que demain on peut avoir un éveil. Et je pense que les choses elles commencent à se faire. Et à l'exemple un petit peu de ce que le RIS essaye de mettre en place. Alors c'est une agence créative autour de la culture sneakers. Donc Son of Sneakers, c'est une agence créative autour de la culture sneakers. La culture sneakers, c'est un mélange qui permet de faire le lien entre la basket, chaussures de sport, et plein de disciplines culturelles. L'idée, c'était de se dire qu'on voulait vraiment devenir vulgarisateur de la basket, mais surtout aussi de proposer à chaque fois du contenu qui était anecdotique, historique, et j'en passe. L'idée, voilà, c'était de proposer vraiment quelque chose qui sortait un petit peu de l'ordinaire, mais de montrer que surtout derrière la basket, il n'y avait pas que de la consommation et que de l'achat, mais qu'il y avait aussi des gens qui en vivaient, des métiers qui sont créés, des gens qui essayent de s'insérer sur ce marché. L'idée, elle est partie de là. Ensuite, par rapport au Congo, c'est vrai que la question m'a été souvent posée. Quels étaient les objectifs par rapport à l'Afrique, etc., que je m'étais fixé. C'est vrai que ça m'a pris du temps à déterminer parce que initialement, c'était un projet que j'avais fait pour que les gens comme moi, donc les gens issus de la diaspora, les femmes et les femmes noires puissent aussi s'identifier peut-être à un projet qui était somme toute peut-être assez urbain, assez masculin. Donc l'initiative, elle est plutôt partie de là. Et dans le sillage et dans le développement de tout ce qu'on a pu commencer à faire depuis les 5 ans d'existence de Son of Sneakers, on a rencontré des artistes, on a rencontré des créateurs qui venaient de toute origine, mais aussi des Congolais. Et l'idée, c'est ça, c'est de se dire, si on peut être facilitateur de ce truc un peu urbain, on a envie de se positionner tel quel. Bonsoir. C'est dû justement à ma marque de vêtements que j'ai lancée depuis 3 ans. Et aujourd'hui, j'ai été récompensé. Donc voilà, la marque s'appelle Etienne Nesty. Ça fait 3 ans maintenant que je la développe et elle commence vraiment à prendre de l'ampleur ici déjà en Europe, sur Paris. Et maintenant, le but c'est d'aller toucher aussi les autres pays voisins ou même l'Afrique, si possible. Écoutez, le RIS, j'ai fait connaissance du RIS dernièrement à mon dernier défilé. C'est quelque chose franchement qui nous encourage et nous motive, nous les jeunes Congolais qui entreprennent ici en Europe. Ils ont participé justement financièrement à mon dernier défilé que j'ai organisé à République. Et depuis là, on se suit de loin et aujourd'hui, ce prix me fait énormément plaisir par rapport au travail que j'ai fourni jusqu'ici. Oui, comme vous savez que nous les Congolais, on est adeptes de la mode. Donc le fait de créer une marque, c'est un peu récompenser un peu cet amour pour les vêtements, le style vestimentaire. Donc aujourd'hui, ma marque, c'est justement pour signer que un Congolais aujourd'hui aime les vêtements, mais un Congolais peut aussi créer une marque de vêtements qui peut habiller tout le monde. Donc aujourd'hui, pour l'instant, c'est ici en Europe, mais demain, avec les développements aujourd'hui de l'Afrique, pourquoi pas faire travailler les Congolais, faire une usine au Congo pour pouvoir promouvoir du Made in Congo. Bonsoir. Alors c'est un prix par rapport à l'innovation que nous avons apportée. Effectivement, l'innovation concerne surtout sur le fait que nous apportons de la gestion aux petites entreprises. En plus de la caisse enregistreuse, on apporte toute la gestion, on apporte l'innovation sur les besoins actuels du marché, notamment le e-commerce. C'est-à-dire que maintenant, avec une caisse, on est capable de vendre même en ligne. Avec une caisse, on peut suivre à distance son activité depuis son téléphone. Et donc, c'est par rapport à cette innovation que nous sommes fiers aujourd'hui de recevoir ce prix, qui est on va dire, un premier prix pour nous
on va dire, surtout pour moi qui suis congolais, c'est pour moi, ça représente beaucoup puisque c'est quand même une première distinction venant des miens en fait, en quelque sorte, parce qu'on a déjà remporté pas mal de prix, mais au niveau européen. Et là, c'est pour la première fois que nous puissions être honorés à ce titre-là, au niveau, on va dire, national, parce qu'il s'agit quand même d'un réseau des Congolais. Alors, ce qu'apporte Wortis aux Congolais, c'est le fait que maintenant, on essaie d'organiser le business. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait investir dans un commerce, investir dans une boutique, par exemple, et ne pas forcément avoir de suivi nécessaire. Ou le temps de faire des inventaires, le temps de faire le point quotidiennement de son activité. Là maintenant, désormais, avec son téléphone, même si on peut travailler dans une autre entreprise et qu'on a son business à côté, on est capable, depuis son téléphone, de suivre tout ce qui se fait en temps réel. Dans ce qu'on apporte aux Congolais, et même à d'autres d'ailleurs, puisque Wortis est utilisé dans 12 pays africains au total, sans compter les pays européens, c'est le fait que maintenant, il y a la sérénité, il y a, on va dire, cette tranquillité dans l'investissement qu'on peut faire. Maintenant, si j'investis, j'ai un outil qui me permet de suivre mon investissement. Je vous en prie, merci. Bonsoir, merci beaucoup d'être venu et merci pour cette interview. Je vais aller rapidement. Aujourd'hui, donc, nous avons eu l'occasion, ce 30 novembre, de regrouper encore en nos seins tous les Congolais qui sont intéressés à l'entrepreneuriat. Et nous sommes ravis que nos frères ont répondu tous, en tout cas nombreux, présents à cette réunion, 4e rencontre entrepreneuriale du RIS. Cette rencontre avait surtout 2 thèmes importants. Le premier thème, c'était le mobile banking, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de militer pour un développement inclusif et surtout pour qu'on sorte de l'informel et pour rentrer dans une économie réelle et faire profiter la totalité de la société congolaise. Donc le mobile banking, les nouvelles technologies, nous savons que représentent une chance également pour nos pays, pour les pays africains, de pouvoir faire un saut, un grand saut de puce, un grand saut de mouton, je dirais pas un saut de puce, un saut de mouton pour rentrer tout de suite au XXIe siècle avec des avantages que même les Européens aujourd'hui ne connaissent pas. C'est-à-dire que nous sommes plus obligés de passer par le chèque pour arriver aujourd'hui au paiement par le mobile. Et l'Afrique est très en avance par rapport à ça. Merci.